Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le gramme de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la cinétique chimique. Pour introduire cette vidéo, observons deux réactions chimiques. La première est une réaction d'oxydoréduction entre le métal cuivre, qui est ici, et les ions Ag+, présents dans la solution. Il y a formation d'ion Ce2+, qui donne cette coloration bleue à la solution, et de métal argent, sous forme de petits filaments là, qui ont l'impression qu'ils poussent sur le serpentin en cuivre. Donc cette réaction est très lente. Vous voyez qu'elle est accélérée ici 125 fois pour qu'on puisse voir ses conséquences. Deuxième exemple, vous avez ici un lave-vaisselle qui a été rempli d'acétylène, C2H2, et donc on va déclencher son explosion à distance par une étincelle. Vous voyez que cette réaction d'explosion est très rapide. Pour qu'on puisse bien visualiser ses conséquences, on l'a filmé en slow motion. Et donc là on voit bien les détails de l'explosion de l'acétylène. Donc pourquoi ces deux exemples? Pour vous montrer à gauche une réaction très lente et là une réaction très rapide. La question que nous allons nous poser à présent, c'est comment caractérise-t-on la vitesse d'une réaction chimique? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord définir une grandeur qui va nous permettre de caractériser la durée de la réaction. Ensuite, nous verrons les différents facteurs qui ont une influence sur la durée de la réaction. On appelle ces facteurs les facteurs cinétiques. Et enfin, nous définirons la vitesse de la réaction et nous l'exprimerons à partir de la résolution d'une équation différentielle. Comment quantifier la durée d'une réaction? Pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple de la réaction d'oxydoréduction entre les ions thiosulfate et les ions iodure. Donc voici l'équation de la réaction entre ces deux ions. Ici vous avez les ions thiosulfate, les ions iodure. Il va y avoir une formation d'ions sulfate et de I2. Voici une vidéo qui va vous montrer ce qui se passe lorsqu'on mélange ces deux types d'ions. On va passer d'une solution incolore à une solution jaune. À quoi est due cette coloration jaune de la solution? Les ions thiosulfate et les ions iodure sont incolores, c'est pour ça qu'au début la solution, le mélange réactionnel est incolore. Les ions sulfate sont incolores, et en fait ce sont les molécules de I2, donc le diode, qui donnent cette coloration jaune à la solution. On va se servir justement de cette coloration jaune pour remonter à la quantité de matière de I2 qui a été formée. Donc comment mesurer la quantité de matière de I2 formée? On va utiliser pour cela la mesure de l'absorbance grâce à un spectrophotomètre. Donc l'absorbance, vous vous rappelez, c'est une grandeur qu'on a vue en première. Et donc là, je vous fais apparaître la photo du spectrophotomètre que l'on va utiliser en TP. Il existe une relation, dite loi de Beer-Lambert, qui relie l'absorbance à la concentration du soluté qui donne la coloration à la solution. Donc cette relation, on l'écrit ainsi, A égale K fois C. Le soluté qui donne la concentration, c'est le diode. Donc je vais remplacer C par concentration en I2. Une fois que je suis là, je vais exprimer la concentration en fonction de notre grandeur. Donc c'est concentration de I2 égale A sur K. Et je vais aussi dire que la concentration, par définition, c'est la quantité de matière de I2 que divise le volume de la solution. Et une fois que je suis là, je vais extraire la quantité de matière de I2 en disant que c'est le volume de la solution fois l'absorbance que divise K. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est que la quantité de matière de I2 produite est proportionnelle à l'absorbance. À présent, nous allons dresser le tableau d'avancement de la réaction étudiée. Donc, nous allons faire apparaître à gauche de l'équation l'état et l'avancement. La première ligne, nous allons considérer qu'on est à l'état initial. Donc, par définition, l'avancement que l'on note x est nul. Et sous l'équation de la réaction, nous allons faire apparaître les quantités de matière, des réactifs et des produits. Donc, imaginons que les données de l'énoncé nous disent qu'on a 4 moles d'ion thiosulfate et 100 moles d'ion iodure. Les quantités de produits sont nulles puisqu'on est à l'état initial. Ensuite, un état intermédiaire, on notera x l'avancement. Donc, on va faire apparaître ici les quantités de matière en fonction de l'avancement. Donc, pour l'ion thiosulfate, donc, comme c'est un réactif, il y aura 4 moins x. Par contre, pour l'ion iodure, ça va être 100 moins 2x. Pourquoi 2x? Parce qu'en fait, ici, le coefficient stoichiométrique devant les ions iodure est de 2. Donc, on va consommer
2 fois plus d'ion iodure que d'ion thiosulfate. Ensuite, pour les produits, eux, leur quantité de matière va augmenter. Et donc, on a ici 2x, toujours pareil, parce que le coefficient stoichiométrique est de 2 là. Et là, on aura x. Ensuite, à l'état final, on va noter x max, l'avancement maximal. Et ici est égal à 4. Pourquoi? En fait, on va atteindre l'avancement maximal lorsque un des deux réactifs va être épuisé. Donc, pour le thiosulfate, quand est-ce que 4 moins x est égal à 0? C'est lorsque x est égal à 4. Par contre, pour les ions iodures, quand est-ce que 100 moins 2x est égal à 0? Il faut que x soit égal à 50. Donc on va atteindre 4 en premier. C'est pourquoi les ions thiosulfate vont être le réactif temps. Donc à l'état final, sa quantité de matière sera nulle. Et par contre, pour les ions iodures, on aura 92, parce que si on fait 100 moins 2 fois 4, on obtient 92. Les quantités de matière des produits, donc il suffit de faire 2 fois 4, 8, et 4 ici. À présent, nous allons voir comment évoluent les quantités de matière au cours du temps. Donc je vous fais apparaître tout d'abord l'évolution de la quantité de matière de I2. Donc elle va croître de 0 à la valeur de quantité de matière finale. Donc ici on a vu que c'était 4. Et donc cette évolution, vous vous rappelez, va être proportionnelle à l'absorbance et donc à la coloration de la solution. Et pour un réactif, par exemple, on va prendre les ions thiosulfate, on va avoir une décroissance à partir de la valeur initiale qui était de 4 jusqu'à la valeur finale qui est de 0. Pour comparer les durées de réaction, on utilise le temps de demi-réaction noté T1,5. Celui-ci est défini non pas par rapport aux quantités de matière de réactifs ou de produits, mais par rapport à l'avancement. On fait apparaître ici le tracé de l'avancement en fonction du temps pour une réaction. Donc l'avancement part de 0 et il tend vers l'avancement maximal x max. On définit ainsi le temps de demi-réaction. C'est le temps nécessaire pour que l'avancement passe de 0 à x max sur 2. Donc l'abscisse correspondant à ce point, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Donc on peut le résumer ainsi, t égale t1,5 lorsque x égale x max sur 2. Ici je vous fais apparaître une courbe avec, vous voyez, la même réaction mais dans différentes conditions. Si on prend la courbe rouge ici, la réaction est relativement rapide et la courbe bleue, elle est plus lente. On va déterminer les temps de demi-réaction. Vous voyez, le x max il est égal ici à 0,02. Donc je me mets à la moitié. Vous voyez, je lis à peu près, alors on va le faire à la louche, on va dire 50 secondes ici. Pour la courbe verte, ça serait 100 secondes, et pour la courbe bleue, 200 secondes. Donc dit autrement, plus le temps de demi-réaction est grand, plus la réaction est lente. Ou dit autrement, plus le temps de demi-réaction est petit, plus la réaction est rapide. Qu'est-ce qu'un facteur cinétique? Un facteur cinétique, c'est un paramètre qui modifie la durée de la réaction et donc sa vitesse. Premier facteur cinétique, la température. Alors, pour voir l'influence de la température sur la vitesse d'une réaction, on va considérer la réaction suivante entre deux réactifs, symbolisés ici par des sphères jaunes et vertes, qui vont former un produit, la molécule, symbolisée ici par de forme rouge. Alors, je vais vous montrer deux animations qui simulent cette réaction à deux températures différentes. Donc ici, on est à 20 degrés, on est à 60 degrés. Donc observez l'apparition des molécules rouges, elle se fait beaucoup plus rapidement à droite, c'est-à-dire à 60 degrés, qu'à gauche à 20 degrés. Alors comment est-ce qu'on interprète ceci? En fait, comme on vient de le voir, à 20 degrés, vous voyez la vitesse d'agitation des molécules est beaucoup plus petite qu'à droite à 60 degrés. Donc plus la température est élevée, plus les molécules sont agitées. Et la conséquence de ça, c'est que le nombre de chocs entre les réactifs sera beaucoup plus important quand la température est élevée que lorsqu'elle est basse. Et de plus, les chocs seront plus efficaces à haute température qu'à basse température. Imaginez, lorsqu'une molécule verte rencontre une molécule jaune, c'est pas dit que ça va former une molécule rouge. C'est pour ça qu'on parle d'efficacité. Et cette efficacité sera d'autant plus importante que les chocs se feront à haute température. Conclusion, plus la température est élevée, plus la vitesse de la réaction sera grande. Deuxième facteur cinétique, c'est la concentration en réactif. Donc on va reprendre le même exemple avec nos sphères jaunes et vertes qui forment une molécule rouge. Dans cette simulation, cette fois-ci, donc à gauche, on a une concentration faible en réactif vert et là une concentration forte en réactif vert. Et donc qu'est-ce que vous constatez? C'est que la formation des molécules rouges est beaucoup plus rapide à droite, lorsque la concentration est forte, qu'à gauche. Alors comment est-ce qu'on interprète ceci?
En fait, plus les réactifs sont concentrés, donc plus ils sont présents, plus le nombre de chocs entre les réactifs seront nombreux. En conséquence, plus les réactifs sont concentrés, plus la vitesse de la réaction est grande. Troisième et dernier facteur cinétique, c'est la présence d'un catalyseur. Pour vous montrer ce qu'est un catalyseur, je vais prendre l'exemple de la réaction de dismutation de l'eau oxygénée que vous voyez ici et qui forme de l'eau et du dioxygène. Voici une vidéo qui vous montre ce qui se passe. Lorsque je verse un peu d'oxygéné, il ne se passe pas grand chose. La réaction est très lente. Par contre, on va rajouter du chlorure de fer qui est constitué d'ions ferriques. Et là, vous voyez que la réaction d'un seul coup a lieu et elle est très vive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces ions ferriques ont permis d'accélérer la réaction. Alors, comment est-ce qu'on interprète l'action des ions ferriques? En premier temps, les ions ferriques vont réagir avec l'eau oxygénée pour former des ions hydrogène, dioxygène et des ions ferreux. Ces ions ferreux vont à leur tour réagir avec l'eau oxygénée. Ils vont consommer les ions hydrogène et il va y avoir formation d'eau et d'ions ferriques. En fait, vous voyez, les ions ferriques vont être consommés puis régénérés. Et donc, si l'on fait le bilan, vous voyez que là, je vais pouvoir barrer les ions ferriques, barrer les ions ferreux, barrer les ions hydrogène. Donc, je retrouve en fait l'équation que l'on avait écrite ici. Conclusion, les ions ferriques ont permis de modifier ce qu'on appelle le schéma réactionnel, et donc d'accélérer la réaction, sans être ni consommé ni produit. Donc on dit que les ions ferriques jouent le rôle d'un catalyseur. Un catalyseur augmente la vitesse de la réaction sans être ni consommé ni produit. Comment définir la vitesse d'une réaction chimique? Je vous fais apparaître ici le graphique qui représente l'avancement au cours du temps. Là c'est l'avancement maximal, on part à t égale à 0, x vaut 0. Et donc je vais définir par rapport à ce graphique la vitesse de réaction. Tout d'abord, je vais utiliser ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe. Alors ce coefficient, il est relativement élevé lorsqu'on est proche de t égale à 0, et au fur et à mesure que le temps augmente, vous voyez que cette pente, ce coefficient directeur de la droite tangente à la courbe, diminue. Et il tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Ce coefficient directeur, on peut mathématiquement le définir par la dérivée de x par rapport au temps. Donc je peux noter, c'est ma définition de la vitesse de réaction, que je noterai R, c'est égal à x', donc là c'est la notation mathématique de la dérivée, et en physique on le note dx sur dt. Voici la définition de la vitesse de la réaction, R égale dx sur dt, et c'est en mol par seconde. Maintenant, si je représente donc cette vitesse au cours du temps, à t égale à 0, la vitesse est maximale, donc je vais partir d'ici, et elle va tendre vers 0 lorsque t tend vers l'infini. À la place de la vitesse de la réaction, on va plutôt utiliser la vitesse volumique de réaction. Alors, la raison, c'est parce qu'en fait, la plupart des réactions que nous allons étudier ont lieu en solution. Donc on va plus facilement mesurer la concentration que la quantité de matière. C'est pour ça qu'on préfère exprimer la vitesse par rapport à la concentration et pas par rapport à la quantité de matière. Donc ainsi, on va définir la vitesse volumique de réaction en disant que c'est la vitesse de la réaction divisée par le volume de la solution dans laquelle se fait la réaction. Alors les unités ne vont plus être des moles par seconde, mais des moles par litre et par seconde. Là, je vous fais apparaître l'expression de la vitesse de réaction qu'on a vu juste avant. Et donc si je le remplace à cette expression-là, je peux définir ainsi ma vitesse volumique de réaction, c'est 1 sur V, d de x sur d de t, x étant l'avancement de la réaction. Maintenant, je vais appliquer cette définition à une équation écrite de manière générale. Ainsi, alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D. J'exprime ici la quantité de matière du réactif A. Je dis que c'est sa quantité de matière initiale moins alpha X. Donc là, je vais isoler l'avancement de la réaction. Donc c'est la quantité de matière initiale de A moins la quantité de matière de A au temps t divisé par alpha. Je vais apparaître deux fractions et là, je vais dériver l'avancement par rapport au temps. Ceci étant une constante, sa dérivée est nulle. Il va juste falloir dériver ça par rapport au temps. Donc alpha étant une constante, je peux écrire que c'est moins 1 sur alpha, d de na sur d de t. Maintenant que j'ai l'expression de l'avancement par rapport au temps, je vais exprimer la vitesse volumique de réaction. On obtient ceci. Et là, je vais faire apparaître non pas la dérivée de la quantité de matière de A par rapport au temps, mais la dérivée de la concentration du réactif A par rapport au temps. Il suffit que le volume que vous avez là, je le mette ici dans la dérivée. Comme c'est une constante, je peux le faire. Et donc là, j'ai bien fait apparaître la concentration en A. Donc je peux dire que la vitesse volumique de réaction s'exprime ici, moins 1 sur alpha d de A sur dt. Là, je vais donner l'expression générale par rapport à chaque réactif ou produit. Donc si je l'avais exprimé par rapport à B, j'aurais écrit ici moins 1 sur bêta d de B sur d de t. D la concentration de B sur dt.
Par rapport à un produit, qu'est-ce qui change? En fait, ici, on aurait eu un plus, puisque la quantité de matière, par exemple, de C aurait augmenté. Et donc, ici, notre moins disparaît, ça devient un plus. Et là, j'ai remplacé juste alpha par gamma. Donc voilà l'expression générale de la vitesse volumique de réaction par rapport aux concentrations d'un réactif ou d'un produit. Il existe une autre expression de la vitesse volumique, cette fois-ci en fonction des facteurs cinétiques. Là, j'ai repris l'expression générale de ma réaction chimique avec mes deux réactifs A et B et les deux produits C et D. Donc voici cette expression de la vitesse volumique en fonction des facteurs cinétiques. Pour les facteurs cinétiques, vous vous rappelez, on avait vu que c'était la température. Mais cette constante, qu'on appelle ça la constante de vitesse, dépend uniquement de la température pour une réaction donnée. Ensuite, les concentrations des deux réactifs, A et B ici, sont le deuxième facteur cinétique. Et vous voyez qu'ils sont à la puissance un coefficient qu'on appelle l'ordre du réactif concerné. Par exemple, le petit b, ça sera l'ordre du réactif B, et le petit a, l'ordre du réactif A. Nous allons faire deux hypothèses pour simplifier cette expression. La première hypothèse va considérer qu'un des réactifs est en excès par rapport à l'autre. On appelle ça la dégénérescence d'ordre. Considérons ici que B est beaucoup plus concentré que A. Conséquence, au cours de la réaction, on va négliger la variation de B au cours du temps. Donc on va considérer que B est une constante. Ainsi, je vais pouvoir poser K' égale K fois B puissance B. Et donc la vitesse volumique de la réaction va s'exprimer ainsi, K' que multiplie la concentration de A à la puissance petit a. Deuxième hypothèse, je vais considérer que l'ordre du réactif A est de 1. Ainsi, mon expression de ma vitesse volumique sera égale à K' fois A. Maintenant que j'ai simplifié donc cette écriture de la vitesse volumique en fonction des deux facteurs cinétiques, je vais pouvoir identifier deux expressions de la vitesse volumique, donc l'expression qu'on a établie juste avant, et celle-ci. Je mets en forme cette équation, et j'obtiens donc une équation différentielle. Donc là, je vais poser, comme on l'avait fait pour le nombre de noyaux radioactifs, constant de temps tau égale 1 sur alpha K'. Ainsi, mon équation différentielle prend cette forme-là, la même que pour le nombre de noyaux radioactifs qui varie au cours du temps. J'obtiens ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre sans second nombre. Comment résoudre cette équation différentielle? La dérivée de la concentration A par rapport au temps plus la concentration A divisé par taux égale 0. On va retrouver la même méthode que l'on a appliquée pour résoudre le nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. On part du principe que la solution de ce type d'équation différentielle est une exponentielle. Donc on peut exprimer de manière générale que la concentration A, c'est A qui multiplie exponentielle B fois T avec A et B, deux constantes. À partir de là, je peux exprimer la dérivée de la concentration A par rapport au temps. Donc c'est A fois B, exponentielle B fois T. Dans un premier temps, je vais déterminer B en remplaçant l'expression de la dérivée de A, la concentration A par rapport au temps, plus l'expression de la concentration A divisé par taux égale à 0. Donc j'obtiens ceci. Là, je mets en facteur A exponentielle B fois T. Donc comme ce produit doit être nul, il y a deux possibilités. Soit c'est A exponentielle B fois T qui est nul. Or, une exponentielle ne peut pas être nulle. Donc cette équation est vérifiée si B plus 1 sur taux est égal à 0, ce qui implique que B est égal à moins 1 sur taux. Donc là, je peux écrire l'expression de ma concentration de A, c'est A exponentielle moins T sur taux. Deuxième temps, nous allons déterminer A grâce à la condition initiale. Je sais qu'à T égale à 0, j'appelle ma concentration A à 0. Je remplace cette condition dans l'expression ici de A. Donc A, je le remplace par A0 et je fais exponentielle de 0, ça me fait 1 et donc ça fait A. On déduit que petit a égale à 0. D'où l'expression de A, c'est A0 exponentielle moins T sur taux. Alors une fois que je suis là, je peux remplacer tout par son expression. On va appeler c'était 1 sur alpha K'. Donc ça me fait A0 exponentielle moins alpha K' fois T. Donc voilà l'expression de la concentration de A au cours du temps. Donc c'est une décroissance exponentielle. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment caractérise-t-on la vitesse d'une réaction chimique? À présent, nous avons la réponse. Nous avons à notre disposition deux grandeurs. Tout d'abord, le temps de demi-réaction, noté T1,5, qui s'exprime en secondes. On appelle aussi ça la durée de réaction, même si c'est un terme mal approprié, puisque par définition, la durée de la réaction est infinie. C'est pourquoi on exprime plutôt le temps de demi-réaction, qui est la durée nécessaire pour que l'avancement passe de 0 à x max sur 2. Deuxième grandeur, c'est la vitesse volumique de réaction,
qui est exprimé ainsi avec deux expressions. La première en fonction de la dérivée de la concentration par rapport au temps. C'est moins 1 sur alpha, la dérivée de la concentration en A par rapport au temps. Et la deuxième expression, c'est égal à K' qui dépend de la température et de la concentration du deuxième réactif, et multiplié par la concentration en A. Cette expression de la vitesse volumique de la réaction fait apparaître une équation différentielle, et si on la résout, on constate que A varie de manière exponentielle selon cette expression-là, A0 étant la concentration initiale en réactif A, exponentielle moins alpha K' fois T. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Allez, va-t'en et ne reviens jamais.